Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une affaire d'une horreur inimaginable. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif, cela m'aide énormément, et je vous en serai infiniment reconnaissant. Alors, sans plus attendre, entrons dans le cœur de cette affaire glaçante. On peut grandir côte à côte, partager des années de souvenirs, croire tout savoir de l'autre, et pourtant, ne jamais vraiment connaître la personne. Certaines personnes portent un masque. Elles jouent le rôle d'amis fidèles, répondent à la sincérité par des mensonges, transforment la confiance en un outil de manipulation froide et préméditée. Les déceptions font partie de la vie. Mais la trahison véritable, profonde, insidieuse, est celle à laquelle on ne s'attend jamais, surtout quand elle vient de ceux que l'on croyait incapables du moindre mal. Trop souvent, nous offrons notre confiance sans condition. Trop souvent, nous baissons la garde devant des visages familiers. Et c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité que le mal peut frapper le plus fort. L'affaire dont il est question aujourd'hui concerne une jeune étudiante britannique. Une affaire qui a bouleversé tout un pays, tant elle était empreinte de cruauté, de perfidie et d'indifférence glaciale. Mais le plus dérangeant dans tout cela, la personne responsable n'a jamais éveillé le moindre soupçon. Même lorsque ses propos manquaient de cohérence. Même lorsque son comportement devenait étrange, déroutant. Ce qui l'a protégée, c'est le lien qu'elle partageait avec la victime. Un lien ancien. Une relation d'apparence indéfectible. Ils s'étaient connus dans la petite enfance. Ils avaient grandi dans des maisons voisines, presque comme frères et sœurs. Pour leur entourage, ils formaient un duo inséparable, uni par une amitié pure. Alors, lorsque la vérité a éclaté, ce fut un choc absolu. Les parents de la victime, leurs amis communs, personne ne pouvait y croire. L'idée même d'une trahison aussi monstrueuse semblait tout simplement inimaginable. Et pourtant, certains avaient vu clair bien avant. Quelques rares personnes, qui avaient réussi à échapper à ce jeune homme en apparence inoffensif. Eux avaient perçu ce que d'autres ne voyaient pas, une façade. Une image soigneusement construite pour dissimuler une nature bien plus sombre. Et ils ont survécu pour raconter l'histoire. Kelly Bunker est née le 7 septembre 1999, à Tamworth, une paisible ville du comté de Staffordshire, dans l'ouest de l'Angleterre. Elle était l'aînée de 3 enfants, et la seule fille de la famille Bunker. Une famille modeste, travailleuse, unie. Dès son plus jeune âge, Kelly s'est imposée comme un pilier pour sa mère. Elle aidait avec enthousiasme à s'occuper de ses 2 petits frères et contribuait à alléger les tâches quotidiennes de la maison. Elle était profondément attachée à ses proches. Ses parents disaient souvent qu'elle était la fille dont tous les parents rêvent. Les amis, les voisins, tout le monde la décrivait comme une jeune fille généreuse, pleine d'empathie, toujours prête à tendre la main à ceux qui avaient besoin d'aide. À l'école, Kelly brillait. Elle avait une passion pour la littérature, la danse contemporaine, et elle lisait énormément. Elle possédait une intelligence vive, une curiosité naturelle, et avait ce don rare, elle rendait chaque conversation intéressante. Entourée d'amis qui l'adoraient, elle était aimée non seulement pour sa gentillesse et son soutien inconditionnel, mais surtout parce qu'elle s'intéressait sincèrement aux autres et à leurs problèmes. Arrivée au lycée, Kelly savait déjà ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle voulait devenir enseignante dans une école primaire. Pour tous ceux qui la connaissaient, ce choix était une évidence. Elle aimait les enfants. Elle était patiente, douce, et toujours prête à faire du babysitting, que ce soit pour ses petits frères ou pour les enfants du voisinage. Après l'obtention de son diplôme, elle fut acceptée dans un programme universitaire de formation à l'enseignement, affilié à l'université de Staffordshire. Ce fut un moment de grande joie. Pour elle. Pour sa famille. Une fierté immense. Kelly s'est rapidement adaptée à la vie étudiante. Elle s'est fait de nouveaux amis, a trouvé un bon rythme de travail et réussissait ses cours. Elle continuait à danser et restait active socialement. Elle participait régulièrement à des événements, des sorties, et des fêtes organisées sur le campus. Sur les réseaux sociaux, elle partageait des photos, des nouvelles de ses études, et des instants de son quotidien, toujours avec ce sourire lumineux qui la caractérisait. L'été 2019 fut une période charnière. À 19 ans, Kelly commença à chercher son premier emploi. Très vite, elle décrocha un entretien pour un poste d'assistante enseignante dans une école primaire, l'école même dont elle était récemment sortie diplômée. Pour elle, c'était un symbole fort. Une boucle bouclée. Elle était aux anges. Et sa famille, profondément fière. Elle devait commencer à y travailler à la fin du mois de septembre. Une nouvelle étape pleine d'espoir. Mais ce que Kelly ne savait pas, c'est qu'un piège se refermait lentement autour d'elle. Kelly avait accepté ce nouveau poste à temps partiel afin de pouvoir jongler entre ses études et sa première véritable expérience professionnelle. Elle abordait cette nouvelle étape avec enthousiasme et confiance. Pour elle, c'était le tremplin idéal vers une carrière dans l'enseignement. En parallèle, elle se préparait également à célébrer un événement personnel majeur, son 20e anniversaire.
Un cap symbolique, celui de l'entrée dans l'âge adulte. Le samedi 7 septembre 2019, Kelly avait organisé une petite fête en famille, chez elle. Rien de grandiose, simplement un moment chaleureux avec ceux qui comptaient le plus à ses yeux. Ses parents, ses 2 petits frères, ses grands-parents maternels, ainsi que son oncle et sa tante venus avec leurs enfants. La soirée s'était déroulée dans une ambiance douce et affectueuse, entre rires, souvenirs, gâteaux et photos. Pour la fête entre amis, elle avait préféré repousser à la semaine suivante, afin de pouvoir savourer pleinement chaque moment. Le samedi 14 septembre, Kelly retrouva donc ses amis de l'université dans un établissement local pour une soirée plus animée. Rire, danse, ambiance électrique. La jeune femme rayonnait, débordante d'énergie et de joie de vivre. Elle portait une robe élégante, souriait à tous ceux qu'elle croisait et profitait de chaque instant. Parmi les invités figuraient Monica Brown, sa meilleure amie, et Wesley Street, son voisin d'enfance. Tous les 3 se connaissaient depuis l'école primaire. Ils avaient grandi ensemble, vécu les mêmes rues, les mêmes souvenirs, et formaient une sorte de trio soudé, presque fraternel. Rien, ce soir-là, ne laissait présager l'horreur qui se profilait. Aucun signe avant-coureur. Et pourtant, Kelly ne savait pas qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre. En cadeau d'anniversaire, Monica lui avait offert des billets pour assister au concert de leur rappeur préféré. L'événement était prévu pour le mercredi 18 septembre, dans la ville côtière de Brighton. Kelly et Monica étaient surexcitées à l'idée d'y aller. Tout avait été organisé avec soin. Elles avaient envisagé plusieurs options pour s'y rendre et rentrer ensuite. Toutes 2 possédaient le permis de conduire et avaient leur propre véhicule, mais elles avaient choisi de ne pas prendre la route ce soir-là. Elles souhaitaient pouvoir se détendre, profiter de la soirée, boire 1 ou 2 verres sans se soucier du retour. Leur famille aurait pu venir les chercher, mais le concert devait se terminer vers 23h, et tout le monde devait se lever tôt le lendemain. Le train semblait donc être la meilleure solution. Il n'y avait qu'un inconvénient, le dernier train reliant Brighton à Tamworth partait à 2h du matin. Mais les 2 jeunes femmes ne s'en inquiétaient pas. 3 heures de battement, c'était plus que suffisant pour sortir calmement de la salle, manger un morceau, marcher jusqu'à la gare et attendre tranquillement sur le quai. Le jour venu, Kelly et Monica se préparèrent ensemble, partagèrent des moments complices en se maquillant, en choisissant leur tenue, riant comme 2 adolescentes excitées. Le trajet jusqu'à Brighton se passa sans encombre. Le concert fut un moment inoubliable. Elles chantèrent, dansèrent, crièrent de joie, portées par l'énergie du public et la puissance de l'artiste sur scène. Après le show, pleines d'adrénaline, elles décidèrent de ne pas se diriger tout de suite vers la gare. Elles avaient du temps devant elles. Elles optèrent pour un bar à proximité, histoire de prolonger la magie de la soirée. C'est là qu'elles croisèrent Wesley Street, venu initialement avec un autre groupe. En les apercevant, il quitta sa table pour venir s'installer avec elles. Le trio fut rapidement plongé dans une conversation animée. Entre 2 verres, ils riaient, partageaient des anecdotes, se remémoraient des souvenirs de jeunesse. L'instant était léger, insouciant. Mais le temps, lui, continuait de s'écouler. À force de discuter, ils ne réalisèrent que trop tard que le train était déjà parti. Plutôt que d'appeler leurs proches en pleine nuit pour venir les chercher, ils prirent une décision simple, partager un taxi. Répartir les frais à 3 rendait la solution économique, pratique et rapide. Les caméras de vidéosurveillance situées à l'extérieur du bar captèrent leur sortie aux alentours de 2h30 du matin. Tous 3 montèrent dans un taxi et prirent la direction de Tamworth. Le trajet dura une 30aine de minutes. Le véhicule les déposa près du domicile de Monica. Plus tôt dans la journée, Kelly avait laissé chez son amie une petite trousse de maquillage et du parfum, en se préparant pour le concert. Elle voulait récupérer ses affaires. Monica, remarquant l'heure tardive, lui proposa de rester dormir sur place. Mais Kelly refusa poliment. Elle avait des choses à faire le lendemain matin, souhaitait changer de vêtements, passer chez elle. Sa maison ne se trouvait qu'à une 15aine de minutes de marche. Wesley, lui, habitait également tout près. Tout près, dans une rue parallèle. Kelly, d'un ton léger, avait même plaisanté avec Monica en lui lançant « Pas d'inquiétude, j'ai Wesley avec moi. Il veillera sur nous 2. » Une remarque rassurante, presque banale, que Monica n'avait pas contestée. Elle sourit, fit un signe de la main, et rentra chez elle. Les 2 amies se dirent au revoir sur le pas de la porte, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Environ une demi-heure plus tard, Monica envoya un message à Kelly pour s'assurer qu'elle était bien rentrée. Mais aucune réponse ne vint. À ce moment-là, elle ne s'en inquiéta pas. Après une journée aussi longue et intense, elle imagina simplement que Kelly s'était écroulée de fatigue en rentrant, oubliant de consulter son téléphone. Monica alla se coucher sans plus insister, certaine que tout allait bien. Les parents de Kelly, de leur côté, ne s'inquiétèrent pas non plus. Leur fille était une jeune femme responsable, autonome, toujours prévoyante. Ils lui faisaient une totale confiance.
Rien ne laissait penser qu'un drame avait pu survenir. D'autant plus que Kelly avait posté des photos toute la soirée sur ses réseaux sociaux, des clichés du concert, du bar, des selfies joyeux. Ses parents pouvaient suivre son parcours en temps réel, voir avec qui elle se trouvait. Ils connaissaient Monica, ils connaissaient Wesley. Rien n'indiquait un quelconque danger. Lorsque, au matin, ils constatèrent que Kelly n'était pas rentrée, ils supposèrent qu'elle avait tout simplement dormi chez Monica. Ce n'était pas la première fois, cela ne leur semblait en rien inhabituel. Vers midi, Monica se réveilla et remarqua que Kelly n'avait toujours pas répondu à son message. Cette fois, cela lui sembla étrange. Elle tenta de se rassurer en se disant que son amie dormait encore ou qu'elle avait quitté la maison précipitamment. Rien d'alarmant, pensait-elle. Et puis, si quelque chose n'allait pas, les parents de Kelly l'auraient sûrement déjà signalé. Mais à mesure que les heures passaient, l'inquiétude monta. Vers 15 heures, Monica prit son téléphone et tenta d'appeler Kelly. Le téléphone était éteint. Elle envoya un autre message. Rien. Cette absence totale de réponse la mit mal à l'aise. Finalement, elle décida d'appeler les parents de Kelly pour s'assurer que tout allait bien. Ce qui n'était qu'un appel de courtoisie se transforma, en quelques secondes, en cauchemar. Kelly n'avait pas passé la nuit chez elle. Et elle n'était pas restée non plus chez Monica. Monica expliqua alors que Kelly avait décliné l'invitation à dormir, prétextant des choses à faire tôt le matin. Elle avait quitté la maison en compagnie de Wesley, qui avait proposé de la raccompagner partiellement, puisque leur maison était située dans la même direction. C'était la dernière fois que quelqu'un avait vu Kelly. Depuis ce moment-là, son téléphone était resté éteint. Il devenait crucial de retrouver Wesley et d'obtenir sa version des faits. Kelly n'était jamais arrivée chez elle. Affolés, ses parents se précipitèrent chez le jeune homme. Il ouvrit la porte, l'air ensommeillé, les yeux encore embués, comme s'il venait à peine de sortir du lit. Lorsqu'ils lui annoncèrent que Kelly n'était pas rentrée, il parut surpris. Très surpris. Trop surpris. Wesley expliqua qu'il ne l'avait pas accompagnée jusqu'à sa porte. Selon lui, il s'était arrêté à une cabine téléphonique à un coin de rue, là où leurs chemins se séparaient. Kelly lui aurait dit qu'elle se sentait en sécurité et qu'elle pouvait terminer seule le court trajet jusqu'à chez elle. Il restait à peine une 50aine de mètres à parcourir. Il affirma qu'il ne s'était pas senti bien à cause de l'alcool consommé plus tôt et qu'il souhaitait juste rentrer se coucher. Il lui avait donc dit au revoir, et avait tourné dans sa rue, sans même se retourner. Il n'avait pas vérifié si elle était bien rentrée. Il n'avait ni appelé ni envoyé de message. Il avait simplement éteint son téléphone et s'était endormi. Maintenant, disait-il, il s'en voulait. Il se sentait coupable de ne pas l'avoir raccompagnée jusqu'à sa porte. Après avoir entendu ce récit, les parents de Kelly n'hésitèrent pas une seconde. Ils se rendirent immédiatement au commissariat pour signaler sa disparition. À leur grande surprise, la police réagit sans délai. Contrairement à la procédure habituelle, qui recommande souvent d'attendre 24 heures avant d'ouvrir une enquête concernant un adulte, les autorités jugèrent la situation suffisamment inquiétante pour intervenir immédiatement. Monica et Wesley devinrent les principaux témoins de l'enquête. Ils étaient les dernières personnes à avoir vu Kelly en vie. Au début, personne ne les soupçonnait. Ils avaient grandi ensemble, étaient amis depuis l'enfance, et rien dans leur comportement ne semblait suspect, du moins, en apparence. Mais les enquêteurs, eux, avaient besoin de détails. De précision. D'une chronologie exacte. Ils devaient comprendre ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Parce que derrière les sourires et les souvenirs partagés, une vérité bien plus sombre attendait d'être révélée. Les témoignages de Monica et de Wesley étaient essentiels. Chacun détenait peut-être la clé qui permettrait de comprendre ce qui était arrivé à Kelly. Tous deux se montrèrent coopératifs, disponibles et volontaires pour aider. Ils décrivirent la soirée avec minutie, déroulant les événements presque minute par minute. Leurs récits concordaient presque parfaitement. Aucun élément contradictoire ne surgissait à première vue. Wesley expliqua qu'après avoir quitté Monica, il avait marché un court instant en compagnie de Kelly. Selon lui, tout semblait parfaitement normal. Rien d'anormal, aucun comportement étrange, aucune sensation de menace ou de danger. Il déclara qu'il ne l'avait pas accompagnée jusqu'à sa porte d'entrée car il se sentait nauséeux à cause de l'alcool consommé plus tôt dans la soirée. Il ne voulait pas qu'elle le voie malade. Il affirma qu'il s'était séparé au coin d'une rue, près d'une vieille cabine téléphonique. Kelly aurait continué tout droit vers sa maison, tandis que lui aurait bifurqué sur sa propre rue, en proie à un malaise. À aucun moment, dit-il, il ne s'était retourné. Il n'avait pas vérifié qu'elle était bien rentrée. Il ne l'avait pas suivie des yeux, ni attendu de loin. Il était simplement rentré chez lui, s'était couché, et avait éteint son téléphone. Le tronçon de route que Kelly devait encore parcourir seul était court, mais sombre et désert. Il n'y avait pas de caméra de surveillance sur ce segment. Rien pour confirmer si elle avait atteint sa maison. Et en raison de l'heure aux alentours de 3 heures du matin, aucun passant, aucun voisin,
Personne ne se trouvait dehors pour servir de témoin. Les enquêteurs envisagèrent alors une hypothèse. Kelly avait peut-être bien réussi à rentrer chez elle, puis était ressortie pour une raison inconnue. Ils décidèrent de fouiller la maison familiale, examinant chaque pièce avec attention. Mais rien ne laissait penser qu'elle était rentrée. Sa chambre était en ordre, intacte, ses affaires à leur place. Aucun indice d'un retour nocturne, aucun changement visible. Tout indiquait qu'elle n'avait jamais franchi le seuil de la porte. La police convoqua Monica et Wesley une nouvelle fois. Ils repassèrent la soirée en revue, une fois encore, dans ses moindres détails. Mais aucun élément nouveau ne surgit. L'enquête peinait à avancer. Les autorités tentèrent alors de localiser le téléphone de Kelly. Malheureusement, celui-ci était éteint. Le dernier signal capté provenait précisément de la zone où elle avait été vue pour la dernière fois, aux premières heures du matin. Les opérateurs téléphoniques coopérèrent avec les forces de l'ordre, mais aucune communication, aucun message n'apporta la moindre piste utile. Monica accepta ensuite de remettre aux enquêteurs les accès aux comptes de réseaux sociaux de Kelly. L'espoir était de découvrir un échange privé, un rendez-vous secret, quelque chose qui aurait pu éclairer la suite des événements. Mais là encore, l'hypothèse s'écroula rapidement. La dernière activité détectée sur le compte de Kelly remontait à environ 2 heures du matin. Elle avait posté quelques photos prises au bar, en compagnie de Monica et de Wesley. Rien d'anormal. Aucun message suspect. Aucune trace d'un projet de sortie imprévu. Lorsque les deux jeunes gens furent convoqués une fois de plus pour de nouvelles déclarations, leurs réactions furent très différentes. Monica se présenta immédiatement. Elle était bouleversée. Les larmes coulaient sans retenue, sa voix tremblait. Elle répétait qu'elle s'en voulait terriblement, qu'elle n'aurait jamais dû laisser Kelly partir seule, qu'elle aurait dû insister pour qu'elle reste. Elle se montrait coopérative, ouverte, prête à tout pour aider. Wesley, en revanche, montra un visage différent. Il semblait agacé, presque irrité. Il abordait les interrogatoires répétés avec une nervosité croissante, comme si la police le soupçonnait à tort. Peu à peu, ses déclarations commencèrent à fluctuer. De petits détails changeaient. Des informations étaient ajoutées. D'autres, oubliées. Par exemple, il avait d'abord affirmé qu'il s'était senti malade immédiatement après avoir quitté Kelly, mais lorsqu'on lui demanda de préciser l'endroit exact, il fut incapable de répondre. Plus tard, il déclara s'être trompé. En réalité, il n'avait pas été malade du tout. Il expliqua ses contradictions par les effets de l'alcool, disant que sa mémoire était floue. Mais ces variations commencèrent à inquiéter les enquêteurs. Bien sûr, l'alcool pouvait expliquer quelques oublis ou imprécisions, mais pas des incohérences répétées. Et lorsqu'on lui demanda de redérouler une fois de plus le fil de la soirée, Wesley perdit son calme. Frustré, il leva la voix, exigeant de savoir si on l'accusait de quelque chose. Son attitude défensive, son impatience, sa posture soudaine de victime injustement ciblée, tout cela éveilla des soupçons grandissants. Et pourtant, à ce stade de l'enquête, rien de concret ne permettait encore de le relier à une quelconque disparition. Aucune preuve physique. Aucun témoin. Aucun corps. Seulement des silences, et des contradictions qui devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Aucune preuve matérielle ne permettait encore de relier Wesley à un crime. Les enquêteurs n'avaient donc aucun fondement légal pour l'inculper. Les Bunkers, informés de son comportement étrange lors des interrogatoires, ne s'en alarmèrent pas. Pour eux, Wesley était un vieil ami de leur fille, un garçon qu'ils connaissaient depuis l'école primaire. Ils pensaient qu'il était simplement sous le choc, dépassé par l'angoisse. Monica, elle aussi, tenta de minimiser les choses. Selon elle, Wesley était probablement rongé par la culpabilité et le stress, accablé par l'idée d'avoir laissé Kelly seule cette nuit-là. Pourtant, les détectives décidèrent de retourner sur les lieux exacts où les chemins des trois amis s'étaient séparés. Cette fois, ils y allèrent accompagnés de Monica et de Wesley. Leur but, s'assurer qu'aucun détail n'avait été négligé. Monica se montra coopérative, concentrée, faisant de son mieux pour se remémorer chaque fragment de la nuit. Wesley, en revanche, se ferma de plus en plus. Il évita les questions directes, devint sur la défensive, comme s'il se sentait injustement visé. Cette attitude éveilla des soupçons supplémentaires, mais en l'absence de preuves tangibles, rien ne pouvait encore être entrepris contre lui. La police décida alors de passer à l'action. Une opération de recherche à grande échelle fut rapidement déclenchée. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis la disparition de Kelly, chaque minute comptait. Des équipes furent formées, composées de policiers, de bénévoles, de membres de la famille Bunker, d'amis, de voisins, de citoyens inquiets. Même Monica et Wesley se joignirent au battu. Le secteur fut divisé en zones, attribuées à chaque groupe. Ils fouillèrent des terrains vagues, des bâtiments abandonnés, des chantiers inachevés, et un parc tout proche, connu pour son lac et ses bois. C'est précisément au bord de ce lac que l'impensable se produisit. Il était environ 21 heures lorsqu'une équipe dirigée par Jason Bunker,
l'oncle de Kelly, repéra un amas étrange de feuillage et de branches. Quelque chose d'anormal. Pris d'un pressentiment, ils décidèrent de s'approcher. En écartant les branchages, ils firent une découverte terrifiante. Sous les débris végétaux gisait un corps, allongé face contre terre. C'était Kelly. Son corps était partiellement submergé, dissimulé sous des branchages et recouvert de feuilles et d'herbes. Ses vêtements étaient déchirés, son jean baissé, révélant la violence ciblée de l'agression. L'horreur fut immédiate. Malgré les secours dépêchés sur place, il était déjà trop tard. Kelly était morte. Ses parents, arrivés en urgence sur les lieux, reconnurent formellement leur fille. Le cœur brisé, ils s'effondrèrent. Les experts médico-légaux examinèrent soigneusement la scène, prenant chaque échantillon, photographiant chaque détail. Le corps fut transporté à l'Institut médico-légal pour autopsie. Comme on le redoutait, Kelly avait été agressée. Aucune mesure de protection n'avait été utilisée, ce qui permit aux enquêteurs de prélever de précieuses traces d'ADN sur son corps. La cause officielle du décès fut identifiée, asphyxie mécanique. Kelly avait été étranglée à main nue. Son corps portait également de nombreuses blessures, des ecchymoses, des éraflures, des marques de lutte. Ses bras, en particulier, témoignaient d'un combat acharné. Elle s'était battue de toutes ses forces pour survivre. Le rapport toxicologique révéla la présence d'un faible taux d'alcool, ce qui signifiait qu'elle n'était pas ivre. Elle était consciente. Elle savait ce qui se passait. Et elle avait vécu chaque seconde de cette agonie. Comment son corps avait-il fini dans ce lac? Qui l'avait tué? L'affaire fut immédiatement requalifiée en enquête criminelle. Wesley devint le principal suspect. Il était la dernière personne connue à avoir vu Kelly en vie. Il fut arrêté. Mais les enquêteurs étaient face à un problème. Malgré les soupçons, ils ne détenaient pas encore de preuves irréfutables. Conformément à la loi, ils ne pouvaient pas le garder en détention plus de 24 heures. Fait troublant, cette fois, Wesley ne se montra ni agité ni nerveux. Il était calme. Presque froid. Détaché. Ses émotions semblaient absentes. Les relevés téléphoniques révélèrent que son téléphone avait été désactivé au même moment et au même endroit que celui de Kelly. Ce n'était pas une preuve directe, mais cela renforçait le faisceau d'indices. Pire encore, il présentait des marques visibles sur le corps, des ecchymoses, des griffures qu'il n'arrivait pas à expliquer de manière convaincante. Convoqué à nouveau, il choisit de garder le silence et demanda à être assisté d'un avocat. Le parc où Kelly avait été retrouvé comportait plusieurs caméras de surveillance. Les enquêteurs se plongèrent dans des heures d'enregistrement, espérant capter le moindre indice. Et c'est alors qu'ils découvrirent une séquence troublante, une silhouette, ou plutôt deux. Un couple, dont l'apparence semblait correspondre à. Wesley et Kelly furent aperçus ensemble sur une allée du parc, marchant côte à côte. 15 minutes plus tard, une silhouette sombre, vêtue d'une capuche, fut filmée quittant précipitamment les lieux. Le visage n'était pas identifiable, mais les autorités furent rapidement convaincues qu'il s'agissait de Wesley. Lorsqu'on lui montra les images, il réagit en livrant une version des faits totalement inattendue. Selon lui, ce soir-là, Kelly aurait proposé de s'arrêter dans le parc pour discuter et passer un moment ensemble. Ils auraient plaisanté, ri, partagé une complicité simple. Wesley affirma alors qu'il avait soulevé Kelly sur ses épaules pour s'amuser, mais que, sous l'effet de l'alcool, il aurait perdu l'équilibre après quelques pas. Il aurait chuté, et Kelly aurait heurté violemment le trottoir avec la tête, avant de cesser de bouger. Pris de panique, réalisant qu'elle ne respirait plus, il aurait abandonné son corps dans le parc et fui, incapable d'agir autrement. Mais cette version fut immédiatement contredite par le rapport médico-légal. Aucune trace de traumatisme crânien n'avait été constatée. Aucun signe de choc compatible avec une chute brutale. Au contraire, les blessures indiquaient une violence ciblée, intentionnelle. Les éléments de l'autopsie parlaient d'eux-mêmes. Face à ces contradictions, Wesley inventa un nouveau scénario. Selon lui, après son départ, une tierce personne aurait découvert Kelly, abusé d'elle, puis dissimulé son corps dans l'eau pour effacer les traces. Mais cette hypothèse s'effondra à son tour. Les analyses ADN effectuées sur les lieux du crime furent formelles, les seules empreintes génétiques retrouvées appartenaient à Wesley. Il n'y avait aucun autre ADN, aucune trace d'un tiers. Pris au piège, Wesley changea encore une fois son récit. Cette fois, il déclara que Kelly l'avait attiré dans le parc, lui avait avoué ses sentiments, l'avait embrassé, et qu'ils avaient eu un rapport physique, selon lui, consenti. Après quoi, ils se seraient séparés, chacun repartant de son côté. Mais là encore, la vérité du corps contredisait les paroles. Les blessures de Kelly étaient typiques d'une agression. Les lésions, la violence exercée, les marques de lutte, rien ne soutenait l'idée d'un acte volontaire. Et surtout, aucune autre trace génétique n'avait été découverte. Juste celle de Wesley. Poussé dans ses retranchements, Wesley changea une fois de plus son discours. Désormais, il affirma que Kelly avait certaines préférences dans l'intimité,
et qu'elle lui avait demandé d'être plus brutale, notamment en exerçant une pression sur son cou. Il prétendit avoir voulu lui faire plaisir, sans réaliser à quel point il était allé trop loin. Lorsqu'il comprit qu'elle ne réagissait plus, il paniqua, la traîna jusqu'au bord de l'eau, la recouvrit de feuillage, puis rentra chez lui comme si de rien n'était. Mais cette version, comme les précédentes, fut catégoriquement rejetée. Kelly n'avait jamais montré le moindre intérêt romantique pour Wesley. Elle le considérait comme un frère, un ami fidèle, une présence rassurante depuis l'enfance. Tous ceux qui la connaissaient, sa famille, ses amis proches, confirmèrent qu'il n'y avait jamais eu entre eux autre chose qu'une affection fraternelle. Le mobile précis du crime restait flou, mais la cour conclut qu'il s'agissait d'un acte impulsif, déclenché par une passion non partagée et incontrôlée. Un dérapage brutal et irréversible. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, d'autres révélations glaçantes vinrent noircir le portrait de Wesley. Ce drame n'était pas un acte isolé. Ce n'était pas la première fois que son comportement avait franchi les limites. Dans le passé, il avait déjà été accusé de gestes déplacés envers plusieurs jeunes femmes. Mais cette fois, la violence avait été poussée à son paroxysme. Lors du procès, 2 autres victimes se manifestèrent. 2 femmes qui avaient subi des agressions de la part de Wesley. L'une d'elles était mineure au moment des faits. Toutes 2 étaient restées silencieuses, muselées par la peur, par la honte. Mais en apprenant son arrestation, elles décidèrent enfin de parler. Leurs témoignages furent cruciaux. Ils dressèrent le portrait d'un prédateur dissimulé derrière un visage amical, d'un homme qui avait su se fondre dans le décor, tout en cultivant un penchant dangereux et dissimulé pour la domination et la violence. Le procès s'ouvrit en septembre 2020, un an après que la vie de Kelly eût été arrachée par la main de quelqu'un qu'elle avait toujours cru être un ami. Le tribunal conclut que l'acte n'avait pas été prémédité. Il ne s'agissait pas d'un plan mûrement réfléchi, mais plutôt d'une opportunité que Wesley avait saisie pour céder à une pulsion profondément troublante, brutale et destructrice. Un passage à l'acte soudain, guidé non par la rage, mais par un désir obscur, refoulé depuis trop longtemps. Wesley Street fut reconnu coupable du meurtre de Kelly Bunker. La sentence fut sans appel, prison à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. 30 longues années avant même qu'un examen de sa peine ne soit envisagé. 30 ans derrière les barreaux pour un crime qui, en quelques minutes, avait détruit une vie, et brisé à jamais celle de tous ceux qui l'aimaient. Mais le plus glaçant dans cette affaire, c'est que Wesley n'a jamais reconnu sa culpabilité. Il n'a exprimé aucun remords. Aucun regret. Aucun mot d'excuse. Face à la douleur des proches de Kelly, il est resté froid, distant, enfermé dans son déni. Jusqu'à ce jour, il soutient que cette nuit-là, tout s'est déroulé avec le consentement de Kelly. Il continue d'affirmer qu'il s'agit d'un accident tragique, d'un malheureux enchaînement de circonstances qui lui aurait injustement coûté sa liberté. Mais pour ceux qui ont connu Kelly, pour ceux qui l'ont aimé, pour ceux qui doivent désormais vivre avec ce vide, cette version n'est rien d'autre qu'un dernier affront. Une tentative désespérée d'effacer l'atrocité d'un acte dont les preuves sont pourtant irréfutables. Kelly Bunker, 20 ans. Une vie pleine d'espoir, fauchée par la trahison d'un ami d'enfance. Une promesse brisée. Un drame inoubliable. Une justice rendue, mais jamais suffisante pour apaiser la douleur de l'absence.